Aujourd'hui, embarquement pour la Corse. L'île de Beauté n'aura jamais mieux porté son nom que contemplé depuis son incroyable réseau ferré. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de trains comme ça avec mer, montagne en très peu de temps. À bord du Trinicello, le petit train tremblotant, nous parcourons plus de 200 km à l'ouest de la Corse, de Calvi au nord à Ajaccio au sud. Avec quelques arrêts en gare, comme celle d'Algajola, une des 16 plages de l'île desservies à même le sable, pour aller explorer les extraordinaires trésors de ses fonds marins. Ou encore la gare de Vizzavona, une des étapes du mythique GR20, le célèbre sentier de randonnée attirant les marcheurs du monde entier. Mais aussi les gares de villes historiques comme Corté et sa célèbre citadelle, ou Ajaccio, le berceau de Napoléon. Sur le trajet, 119 ouvrages d'art renommés. Ce pont Eiffel a été classé au monument historique en 1976. Quelques arrêts programmés. Oui, hop, super. Et d'autres plus inopinés. Il faut être toujours sur ses gardes. Enfin, si on peut éviter, vaut mieux. Le Trinicello croisera entre autres la route du mythique Tour de Corse, ce rallye d'automobiles anciennes au tracé unique. 50 mètres, Cochafon arrivé, c'est bon, Donald. De sa polyphonie à sa gastronomie. Voilà, bon appétit, hein. Allez-y, mangez, hein. Du fond des mers ou depuis les airs. De ses criques paradisiaques à ses sommets époustouflants. Montée Courvadio, là, nous voilà. Rustique ou luxueuse, l'île de Beauté va se révéler comme jamais au fil de ce trajet. Alors, prêt? Embarquez. Notre voyage ferroviaire à l'ouest de la Corse commence de nuit, en gare de Calvi, à 6h40. Heure de départ du premier Trinicello, comme on l'appelle ici. Faites-nous confiance, la grasse matinée tronquée sera vite oubliée. Car une fois à bord, les premiers passagers pourront profiter d'un spectacle grandiose, mais éphémère. Le lever du jour sur les eaux turquoises de l'île de Beauté. Le somptueux littoral de la côte de la Balagne défile ainsi à travers les vitres du Trinicello pendant les 22 premiers kilomètres du trajet et assure un réveil tout en douceur aux voyageurs. On a choisi le train plutôt que la voiture, car on peut se détendre. On a juste à s'asseoir et à profiter du voyage. Ce train est vraiment spécial. En Allemagne, on n'en a pas des comme ça. C'est vraiment charmant. Si le tracé du réseau ferré de l'île de Beauté est spectaculaire, il est aussi très court. Il se limite en effet à 2 lignes, cumulant seulement 232 km au total, reliant entre elles 4 des principales villes de l'île. Calvi, Bastia, Corté et Ajaccio. Des projets d'extension à l'est du territoire existent, mais des raisons économiques et géographiques font pour l'instant obstacle à leur réalisation. La Corse demeure ainsi pour l'instant l'un des 3 départements français, avec les Alpes de Haute-Provence et les Alpes-Maritimes, à posséder la plus faible présence ferroviaire sur son territoire. Mais même restreint, le parcours du Trinicello réjouit tous ceux qui l'empruntent. Les voyageurs, comme les conducteurs, surtout sur cette partie le long du littoral. Ah non, on a la bonne place là. Ah, nous on est sur le meilleur tronçon. Hein. C'est le plus beau. Hein.
Joli, ouais. Pierre Pantalacci conduit le Trinicello depuis plus de 30 ans. Et si son matériel de conduite a été rénové au fil des années, sa vitesse de croisière, elle, n'a pas changé. On a les trains neufs, les trains ils roulent, ils ont de la puissance, mais on a baissé les vitesses au maximum. Parce que vous voulez que je vous dise de suite, le train en 1953, il partait à 6h du matin, à 10h15, il était à Ajaccio. Alors vous voulez maintenant que le repart à 6h du matin, il est à 10h05 à Ajaccio. Avant, on mettait 10 minutes en plus. Alors on n'a pas beaucoup évolué. Hein. Une vitesse moyenne de 45 km/h s'explique notamment par le tracé accidenté de son parcours. Ah ouais, il y a beaucoup de virages. Là, en hiver, ça glisse un peu. Voilà. Quand il fait mauvais, il faut adapter la conduite par rapport à la météo. Voilà. Il faut être vigilant, mais ça n'empêche pas de rouler. Hein. Oui, bonjour. Je pourrais avoir un billet pour Algajol, s'il vous plaît. 4 euros, s'il vous plaît. Là, c'est le train Corse qui fait Calvi-Ajaccio. Et là, je le prends, je vais faire un petit saut sur Algajol. C'est une petite plage là, un petit peu à côté de Calvi. Et il y a des beaux spots aussi. Il y a un beau club de plongée. Très sympa, là. Stéphane Le Gallet est photographe. Breton d'origine, corse d'adoption, spécialisé dans les images aériennes et sous-marines. Lorsqu'il vient travailler sur l'île de Beauté, c'est en train qu'il se rend à ses spots de plongée. Là, tu as la plage là. En effet, le Trinicello a pour spécificité de desservir les 15 campings et plages de la baie, à même le sable, entre Calvi et l'île Rousse. Notamment la plage d'Algajola. Salut Olive. Salut Stéphane. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ben impec. Hein. Les conditions sont nickel. Ah, écoute, ça va être génial. On va se régaler. Stéphane est un chasseur d'épaves. Et cela fait 20 ans qu'il explore les fonds marins pour photographier ces vestiges du passé. Mais sur les plages de la côte, pas besoin d'être professionnel pour s'offrir une visite sous-marine de l'île. Pour 80 à 150 € les 40 minutes, des formules d'initiation, de découverte ou d'exploration permettent de plonger avec un moniteur qualifié comme Olivier. C'est bon Stéphane, on peut y aller. À l'instar de Stéphane, les plus confirmés pourront par exemple partir à la découverte d'épaves d'avions de guerre, qui sont nombreuses dans les fonds marins de la région. Je viens d'arriver sur le site de l'épave du bombardier, le B-17. Hein. Donc c'est un quadrimoteur qui a atterri là, juste au pied de la citadelle. On a à peu près 120 épaves tout autour de la Corse. Ça va de l'Antiquité à nos jours. Et on a beaucoup d'avions et de bateaux de la Seconde Guerre mondiale. En effet, pendant la guerre, la Corse servait de base arrière à l'aviation américaine. On l'a même surnommée l'île porte-avions. Et comme les aérodromes étaient souvent saturés, les pilotes ne pouvaient pas toujours s'y poser. Alors plutôt que risquer un crash sur la terre ferme, la majorité d'entre eux préféraient se poser sur l'eau. L'équipage était recueilli par bateau, les avions, eux, étaient abandonnés sur place. C'est ce qui est arrivé au bombardier B-17, dont l'épave gît à 27 mètres de profondeur. C'est elle que Stéphane est venu photographier. À défaut de voler, l'avion sert désormais d'abri à de nombreuses espèces aquatiques. Ouais, à chaque fois en fait, que tu fais l'épave, il y a toujours une vie différente. Des fois c'est des mérous, des fois c'est un congre. C'est vraiment une épave qui amène la vie et à chaque fois différente. Donc c'est toujours agréable de la faire parce que c'est des journées de nouveautés.
Passé l'île Rousse, le Trinichello quitte définitivement le littoral pour s'enfoncer dans les terres en direction de Corté, abordant alors des reliefs plus montagneux. Contrairement à ce que son parcours entre mer et montagne pourrait laisser croire, le Trinichello ne promène pas que des touristes. Ils sont en effet chaque année près d'1 million d'usagers locaux à l'emprunter pour se rendre à l'école ou au bureau. Ajaccio, Corté, l'autre quai. Bastia, Sotera. Ciao, ciao. Mais c'est surtout une question de pratique. Parce qu'au moins on est détendu, j'ai pas le stress de la route, c'est plus pratique. Et le paysage, effectivement, c'est assez sympa. Donc tant qu'à faire, on profite au maximum. Les CFC, les chemins de fer de la Corse, ne font pas partie du réseau ferré national. Ils ne dépendent pas de la SNCF et sont exploités par une société privée détenue par les autorités territoriales de l'île. Pedro Navarro y est employé depuis 23 ans. J'ai écoute. Manœuvre non guidée, voie de Carisson-2 jusqu'au dépôt. Pedro occupe un poste crucial pour la sécurité du train. Il est régulateur et c'est lui qui déclenche à distance les passages à niveau. On en dénombre 58 sur l'ensemble du parcours. Autre spécificité du train corse, le réseau est à voie unique. Pour que deux trains puissent se croiser, une manœuvre particulière doit donc être effectuée dans certaines gares, là où les voies ont été dédoublées. L'un des deux trains doit se ranger sur le côté pour laisser passer le convoi circulant en sens inverse. Une telle manœuvre a lieu 5 fois par jour sur la ligne. Le trafic doit donc être régulé avec une grande précision. Pedro a eu très tôt la vocation pour les métiers du ferroviaire, car il est lui-même fils de cheminot et il se passionne pour le train depuis son enfance. Ma mère était garde-barrière, donc je suis né là-dedans, j'ai grandi avec le chemin de fer, j'ai vécu au rythme des trains, je l'ai aidé à fermer les barrières, j'ai ma passion au chemin de fer. Comme Pedro, ils sont 250 à travailler pour la compagnie ferroviaire et assurer le meilleur service aux passagers. Aux heures de pointe, les agents ne connaissent pas de répit et doivent profiter des arrêts en gare pour effectuer des manœuvres techniques et répondre rapidement à l'affluence des voyageurs. Là, on a assemblé 2 trains pour pouvoir doubler la capacité de voyageurs. Ensuite, on va relier le câbleau aux 2 autorails pour que les données de conduite et de freinage passent d'un autorail à un autre. Construit au milieu du 19e siècle, le réseau ferré corse reste le plus grand chantier de travaux publics que la Corse ait connu à ce jour. 20 000 ouvriers se sont succédés pendant 15 années pour le réaliser. Un chantier colossal pour l'époque. La création du réseau a commencé très tôt, en 1855. En fait, c'était pour accélérer les échanges maritimes entre le continent et l'Algérie. Il faut savoir qu'avant, il fallait 50 heures de bateau et en passant par la Corse et la Sardaigne en train, on gagnait 15 heures de navigation. À l'origine, il s'agissait de faciliter le transport de marchandises. Aujourd'hui, le train corse se consacre exclusivement au transport de voyageurs et leur donne accès au fil du trajet, aux décors et aux événements les plus attractifs de l'île. Notamment en marquant l'arrêt en gare de Ponteleccia, entre l'île Rousse et Corté. Une des étapes quasi incontournables du Tour de Corse historique. Ce rallye mythique de voitures anciennes, disputé chaque année par plus de 300 pilotes venus du monde entier, est suivi par plus de 60 millions de téléspectateurs à travers le monde. Traditionnellement appelé le rallye des 10 000 virages, cette course est réputée pour sa difficulté technique, empruntant les routes les plus sinueuses de l'île de Beauté. 50 mètres, gauche en pont, 50 mètres, frein, un gauche au 100 000 pour attention, piège, au ralenti, Chaque automne, pendant 5 jours à travers la Corse,
Les équipages internationaux sont ainsi chronométrés sur des tronçons fermés à la circulation. Comme ce duo venu de Corté, Christophe Casanova et son copilote Stéphane Dello. C'est bon, comment tu es fou, Christophe? Oh, tu t'es pas senti bien? Non, arrivé un peu au départ, oui, mais sur le plateau, tout ça. Oui, j'étais bien au plateau. Moi, j'étais un peu lâché un peu quand je te disais un peu plus loin, parce qu'on connaissait pas. On a plein descendre. Bon, enfin, moi, je pense que tu étais bien, hein. Parti sur les chapeaux de roue, hein. Chaque soir, pilotes, équipes techniques et public se retrouvent au cœur des villages rallye, centre névralgique de la course. Alors en fait, il faut faire des réglages châssis en fonction des conditions de route, des conditions météo et aussi du style de pilotage. On en est où là? Ah ben ça va aller, hein. À mon avis on y laisse comme ça. Le restant c'est bon? Oui. Les roues c'est bon? L'essence c'est bon? Nico, l'essence c'est bon? Les roues c'est bon, l'essence c'est bon. Ce rallye mythique réjouit tous les ans un public bien plus large que les simples amateurs de mécanique. Les chemins de fer de la Corse adaptent d'ailleurs leur offre de transport pour permettre aux passagers d'accéder à certaines des villes-étapes de ce magnifique parcours. Gauche 90. Le Tour de Corse historique, c'est donc chaque année en octobre l'occasion de pimper ou dynamiser son séjour carte postale sur l'île de Beauté. Et pour ceux qui voudraient s'éloigner des vrombissements de moteurs, partons prendre de la hauteur. Avant de retourner se faire bercer au rythme tranquille et farniente du Trinicello, direction Saint-Florent, à 40 km au nord de la gare de Ponteleccia. Les amateurs de hauteur pourront choisir ici parmi différents types d'ULM pour survoler la région. Salut Jean-Luc. Salut Stéphane, comment vas-tu? Ça va? Impeccable. Bonne météo. Top niveau. Top. Ouais. Je vais m'équiper, il fait un peu frais en haut, non? Il fera frais. Ouais, bon allez, je vais m'équiper. Stéphane, le photographe sous-marin et aérien, a opté pour un ULM autogire aux allures d'hélicoptère qui a l'avantage de pouvoir voler même par vent fort. Il faut compter en moyenne 100 € pour 30 minutes de vol. Une activité onéreuse sur le moment, mais idéale pour faire le plein d'images précieuses à conserver éternellement. Ça va, tu te régales toi, Stéphane? Ah ouais. Bon, top. Selon le parcours sélectionné, l'ULM peut retourner survoler le littoral contemplé le matin même à travers les vitres du train, mais aussi découvrir un nouveau décor de l'île de Beauté, le désert des Agriates. Contrairement à ce qu'indique son appellation trompeuse, le désert des Agriates n'est pas désertique. Ce territoire de près de 15 000 hectares bordé par la chaîne montagneuse de la Serra di Tenda et 37 km de côte méditerranéenne déploie forêts, maquis, marais et zones arides. Là, on voit bien que la ligne de chemin de fer fait des belles boucles, des beaux arrondis. Le Trinicello sillonne ainsi parmi arbousiers, bruyères, myrtes, chênes verts, pins et oliviers, avant d'entamer sa descente vers Corté. Corté est la capitale historique de la Corse, située en plein cœur de l'île, à 44 km, 12 € le billet et 3h25 de Calvi, notre point de départ. C'est dans cette ville, célèbre pour sa superbe citadelle perchée sur les hauteurs, que les Corses ont proclamé l'indépendance de l'île en 1735, après avoir vaincu les envahisseurs génois
et mis fin à une occupation qui aura duré 4 siècles. Elisabeth Volpey Parigi est née ici. Chanteuse dans un trio féminin de polyphonie corse, elle est très attachée à sa ville et à son histoire. Salute! Ça va? Alors, Allez, pas trop fatigué? Non, ça va, Bon, ça va. allez, maintenant je vous emmène dans la jolie église de Corté. Ça va être un super moment, je pense. Allez. Le trio a l'habitude de se produire dans des églises dont elles apprécient l'acoustique. Et la vieille église de la ville est l'une de leurs préférées. Si vous vous arrêtez en gare de Corté, vous pourrez peut-être aller les écouter. À l'origine, les chants polyphoniques corses étaient réservés aux hommes, dont les voix plus puissantes étaient censées porter plus loin la force du message. La polyphonie féminine, je pense que tout simplement, comme son nom l'indique, apporte de la féminité. On fait, nous, ce qu'on pense être bien, là où on prend du plaisir et où on va donner de l'émotion aux personnes qui vont nous écouter. Même si elle a à cœur de partager sa passion, Elisabeth encourage cependant les voyageurs à ne pas repartir directement après le concert. Il y a en effet beaucoup à découvrir à Corté. Alors là, vous voyez, on est dans la vieille ville. Il y a des petits bars là-bas et nous, étudiants, on venait souvent ici passer des soirées. Il y a plein de petites maisons tout autour. C'est vraiment un écrin, c'est l'écrin de Corté. Hein. Au cœur de la ville se dresse le général Paoli, l'homme qui a vaincu les Génois. Autant dire une figure très respectée sur l'île de Beauté. On arrive à la place Paoli. C'est sûr que c'est quand même impressionnant, non? Ah oui. C'est ici aussi qu'il a fait toutes ces consultes, toutes ces réunions avec ses généraux afin de contrer les envahisseurs et notamment à cette époque-là, les Génois. C'est un grand symbole hein, pour nous. En tout cas, on a toujours un regard vers lui bienveillant et très admiratif. Pour composer leurs chansons, le trio Issou-Latine trouve l'inspiration dans ses racines et dans l'histoire de l'île, qui s'inscrit dans chaque pierre et chaque marche de la ville. Dernier étage, on arrive tout en haut du belvédère. C'est beau, hein? Elle est magnifique, on se demande même comment elle peut être suspendue comme ça à un rocher. Oui. C'est la citadelle qui lance un défi à la montagne en face. Hein. C'est beau. Magnifique et apaisant. Des 6 citadelles présentes sur l'île, celle de Corté, classée monument historique depuis 1977, est la seule à siéger à l'intérieur des terres. Il y a vraiment la force de l'histoire de la citadelle et de la Corse, hein, parce que tout s'est joué ici. Et du coup, voilà, on est vraiment au centre de l'histoire et donc du coup il y a plein d'émotions. La citadelle n'est pas la seule adresse de Corté à avoir traversé les siècles sans fléchir. Au cœur d'une ruelle de la vieille ville se cache la plus vieille épicerie d'Europe. Elle est ouverte depuis plus de 200 ans. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien et vous? Vous êtes en train de vous promener? Oui, on se promène. Ah, ce dimanche. C'est une découverte pour eux. Vous visitez un peu Corté? Oui, un peu. Aussi droit, idiot. Beaucoup de produits du terroir. Hein. Elle date des années 1800. Voilà, donc vous avez une photo là qui vous montre un petit peu
ce que c'était avant. Avant, c'était une épicerie, je dirais, familiale, puisqu'il y avait énormément de monde dans le quartier. Voilà, donc on y trouvait de tout. Vous voyez même là-haut toutes les lessives qu'on a essayé de garder. Bouillon cube, banania, père savon, voilà. On n'a que des produits locaux, vous voyez. Exactement, c'est ce que je vois. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette petite épicerie? Formidable. Bah, c'est super. Hein, ça a vraiment Ça du rappelle sens. des souvenirs. Ça rappelle des souvenirs et puis bon, les produits ils sont bons. Allez, merci. Allez, hein. merci. Allez, Au revoir, à bientôt. Au revoir. allez, au revoir, à la prochaine. Après son passage à Corté, le train descend le long du massif montagneux de Monte Rotondo, au centre de l'île. Pour que le Trinicello puisse se frayer un chemin dans cet étroit passage, les ingénieurs de l'époque ont choisi de construire un réseau à voie métrique, c'est-à-dire un espacement d'1 mètre entre les rails, plus étroit que la norme du réseau national et européen qui est de 1,435 m. Et pour dompter ce relief accidenté, il a fallu construire un nombre incroyable d'ouvrages d'art. Sur l'ensemble du parcours, on dénombre 43 tunnels et 76 ponts et viaducs. Pedro Navarro, le spécialiste du train, ne se lasse pas d'admirer tous ces ouvrages qui ponctuent le trajet. Là, on arrive sur le viaduc d'Aguille. C'est le pont le plus grand de Corse. Il mesure 178 mètres de long. C'est un pont tout en pierre de 14 arches de 9 mètres de long. Mais entre tous les ouvrages qui jalonnent le parcours du train, il en est un que Pedro admire par-dessus tout. Il s'agit du viaduc sur le Vecchio, construit par le grand Gustave Eiffel. Pedro va régulièrement le contempler. Il le considère comme une véritable œuvre d'art. Il s'est même acheté un drone pour pouvoir le filmer depuis les airs et en prendre toute la mesure. Ce pont mesure 94 mètres de haut, 140 mètres de long. Il est fait avec 2 piliers et des travées métalliques. Ce pont Eiffel a été classé au monument historique en 1976. Je suis impressionné par la prouesse technique parce qu'il fallait porter tout ça à dos d'âne, tous ces matériels métalliques, toutes ces pierres. C'était une prouesse technique aussi d'aller aussi haut depuis la rivière. Et c'est vraiment magnifique ce qu'ils ont fait en 1890 quand même. Cet ouvrage est le plus spectaculaire du réseau ferré corse. Il permet au Trinicello de franchir la rivière du Vecchio et de continuer sa route à travers la montagne. Après avoir franchi le pont Eiffel à la hauteur de Venaco, le train continue son ascension pour atteindre la gare de Vizzavona, le point culminant du parcours à 906 mètres d'altitude. Cette gare, nichée au cœur des montagnes corses, est bien connue des marcheurs. Elle permet de rejoindre le fameux GR20, le chemin de randonnée le plus célèbre de France. Il n'est donc pas rare d'y croiser des voyageurs équipés pour gravir les sommets. Comme ce couple qui installe son bivouac sur le quai de la gare en attendant le prochain train. On a passé une semaine au milieu de la montagne, là on est posé là. Sur le GR20, tout le monde parle de Vizzavona, c'est l'étape intermédiaire. Ça sépare le GR20 nord du GR20 sud. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ne font que la partie nord ou la partie sud et comptent sur ce passage du train à Vizzavona pour arrêter ou commencer leur aventure. Comme chaque jour en gare de Vizzavona, le train débarque son lot de nouveaux randonneurs prêts à affronter les cimes. Parmi les passagers, Magali et Marianne sont toutes les deux des marcheuses aguerries. Magali en a même fait son métier. Elle est accompagnatrice en montagne et a déjà parcouru le GR20 une bonne centaine de fois.
lui emboîter le pas, c'est l'assurance de découvrir les plus beaux paysages que peut offrir ce chemin de randonnée pas comme les autres. Le GR20, c'est le sentier emblématique de la Corse, qui traverse la Corse du nord au sud. Il est réputé être le GR le plus dur d'Europe, donc il est vraiment mythique. Donc il fait 180 km à peu près, 15 ou 16 étapes selon les variantes qu'on prend. Et c'est vraiment un itinéraire magnifique. Une belle vue sur le GR là, hein, sur la descente de Mouratello. C'est super beau. On en oublie le mal de jambes. Hein. C'est ça. Le GR20 est un Graal pour tous les randonneurs. Chaque année, ils sont 20 000 à venir user leurs semelles sur ce sentier de renommée internationale. S'il exige une solide préparation physique, il reste accessible à tous les passionnés de nature. Ah, on y est là. Montée Courbadio là, nous voilà. Ah, trop bien. Moi, je pense que c'est surtout une question de motivation. Si on est motivé, qu'on a envie de se surpasser, eh ben, c'est possible. Ce qui est sûr, c'est que plus on va être entraîné et plus on va apprécier. On y va? On y va. Hein, allez, on va aller faire le pique-nique à la rivière? Ouais, volontiers. Allez. Plus loin, le GR20 va longer une petite rivière, l'Agnone. Comme un canyon, la rivière a creusé la roche en formant des vasques à l'eau cristalline. Bon bah, on va s'arrêter là? Ah ouais, ouais, ça me va. C'est la belle surprise, hein, la vasque. Au soleil. Elle est belle. Je crois que ça va être parfait là. Un régal. Le GR20 est un itinéraire exigeant, mais il laisse un souvenir impérissable. Et en cas de coup dur, le train sera toujours là pour recueillir les marcheurs éreintés. Dans cette partie montagneuse, les machinistes, même les plus expérimentés comme Pierre, doivent rester particulièrement vigilants. On est à la merci de quelque chose en permanence. Vous pouvez trouver un rocher qui se décroche même en plein été, en plein mois d'août. C'est arrivé. Hein. Il y a plein soleil, 2 mois de soleil, et puis vous trouvez un beau rocher en plein milieu. Ça peut arriver en tout le temps. Il faut être toujours sur ses gardes. Si le train croise souvent la route des troupeaux, c'est parce que l'élevage est très développé sur l'île. En plus des vaches, on y dénombre 150 000 chèvres et brebis, dont le lait va notamment servir à fabriquer le célèbre Bruccio, le fameux fromage corse. Le plus beau. Hein, comme il est joli celui-là. Claire Chiesi est éleveuse et productrice de fromage. Avec son père, Jean-Paul, ils sont à la tête d'un troupeau de 200 brebis de race rustique et produisent les spécialités laitières de leur région dans la plus pure tradition. Nous, en Corse, on est un peu à l'antique. On n'est pas du tout dans le modèle continental de performance. Ça reste un élevage traditionnel où on connaît nos bêtes, où on s'attache à celle-là ou celle-là. C'est sûr qu'on ne fera pas des millions, mais on est trop contents et on est content. Enfin, on a un beau troupeau, quoi. Moi, j'adore ici parce que j'y ai grandi, je suis née carrément sur l'exploitation. Donc,
quand tu vis comme ça, tu es obligé de participer, hein, même si tu es enfant, nourrir les animaux, s'amuser, dormir dans la bergerie, s'occuper des cabris. Voilà, c'est aussi pour moi continuer ma vie là où j'aime. Je te laisse faire le lavage, je monte, tu me rejoins après. Ok, ça marche. Allez, à tout avec le lait, bisous. Allez, à tout à l'heure, allez. Pour goûter au lait et au fromage des brebis de Claire et son père, il faut se rendre à 1400 mètres d'altitude. Dans l'une des plus belles vallées de Corse, la Restonique. C'est là que le père et la fille transforment, cuisinent et vendent leurs produits. Une table familiale située au carrefour de plusieurs sentiers de randonnée. Si vous décidez d'y faire une halte, vous pourrez donc goûter au célèbre bruccio confectionné par Claire. Voilà, le lait des brebis qu'on a trait tout à l'heure. Maintenant, on va le mélanger au lait des chèvres. Bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, la fabrication de ce fromage de tradition obéit à une recette artisanale et ancestrale. On va le réchauffer un petit peu et au bout de 2 heures, le lait sera caillé. Lorsqu'il est caillé, le lait se transforme en une pâte épaisse qui sera utilisée pour d'autres spécialités fromagères. Le bruccio, lui, va être confectionné à partir du liquide qui s'en écoule, qu'on appelle le petit lait, un probiotique naturel bourré de vitamines. Il y a plein de gens qui ne savent pas qu'on fait un fromage avec du petit lait. Ils pensent que le bruccio, c'est fait avec du lait. En fait, plus tu en récupères, plus tu fais du bruccio, donc il faut récupérer un maximum. Une fois récupéré, le petit lait doit être chauffé doucement jusqu'à atteindre les 60 degrés. C'est à cette température précise que la magie opère. Donc là, avec la chaleur, le bruccio commence à monter. Là, on l'a laissé s'épaissir. On va le mettre en moule délicatement. Le but, c'est de garder la texture. Parce que le bruccio, c'est un fromage très doux. Et puis, il est super bon, ça c'est sûr. Ce fromage, confectionné par Claire, est vendu en l'état ou cuisiné par son père pour la table d'hôte, notamment dans une recette typique de la Corse montagnarde, l'omelette au bruccio. C'est une recette bruccio menthe. Là, je mets la menthe, j'ai déjà salé un peu, et nous on rajoute un fil de lait, tu vois, pour l'adoucir un peu. Voilà. Là. On fouette un peu, là aussi. C'est une tradition en Corse, c'est l'omelette du pauvre, si tu veux. Hein. Mais c'est l'omelette qui a pris beaucoup, là, ces quelques années, là, ces vingtaine dernières années, ça devient une omelette de luxe, ça devient. Hein. Et voilà, et là, hop, j'espère que les grands cuisiniers ne vont pas me suivre, hein, qu'ils ne me piquent pas ma recette. Hein. C'est un fromage qu'on peut manger aussi bien sucré que salé, cuisiné, tout ça. Et puis, nous, on a une vingtaine de ruches. Du coup, on en profite pour faire bruccio au miel. Ça nous permet de proposer un dessert totalement maison, quoi. Les plats sont servis juste devant la bergerie, pour le bonheur des randonneurs de passage qui peuvent profiter d'une halte gastronomique dans un décor enchanteur. Voilà, bon appétit, hein. Allez-y, mangez, hein. C'est délicieux, moelleux, c'est un véritable... Et puis il y a de l'amande dedans. Et en plus, comme c'est mangé dans cet endroit magnifique, ça peut être que super. Une fois repu, retour dans le Trinicello, où la sieste digestive est fortement déconseillée. Elle vous priverait en effet de la fin du trajet. En s'approchant de son terminus, le petit train corse quitte les montagnes et file vers le sud, direction Ajaccio, la plus grande ville de Corse.
à 171 km et 5h30 de notre point de départ. Avec 80 000 habitants, cette zone urbaine regroupe à elle seule un quart de la population de l'île. Ici, les passagers utilisent le train comme un tramway urbain. Pour certaines gares, les arrêts se font en effet à la demande. Il suffit de faire signe au conducteur depuis le quai ou d'appuyer sur un bouton depuis l'intérieur du train. Les gares temporaires ou les arrêts facultatifs sont blancs. Les gares principales, c'est les gares en rouge. L'arrêt est obligatoire. Telec, Corte, Mizzavone, Mizzane, Ajaccio. Arrêt donc obligatoire en gare d'Ajaccio, c'est-à-dire d'Ajaccio, le terminus. L'occasion de partir à la découverte de cette ville portuaire qu'on surnomme la Cité impériale. C'est ici qu'est né Napoléon. Impossible d'ailleurs de ne pas l'y croiser. L'empereur s'affiche à tous les coins de rue. Sa maison natale est le monument le plus visité de la ville. Une fierté pour les habitants, dont certains se rassemblent régulièrement pour célébrer le souvenir de cet illustre habitant. Toute l'année, mais principalement l'été, vous pourrez croiser la route de ce fier bataillon à la tête duquel José Fogacci tient le rôle de maréchal d'Empire. Baïonnette au canon. Présenté. Dans le civil, le maréchal est urgentiste à l'hôpital. Mais dès que le devoir l'appelle, il parade avec son régiment de chasseurs à pied dans les rues du centre-ville. On est les grognards d'Ajaccio. Donc les grognards d'Ajaccio, c'est ça, on partage notre passion à la ville, aux touristes, à tous les gens qui viennent nous voir ou qui passent par hasard. Véritables ambassadeurs de leur ville, José et sa troupe la font connaître en organisant des reconstitutions historiques dans toute l'Europe. On a toujours un lien sur Napoléon, ou que on aille dans la ville, parce que chaque rue porte plus ou moins un nom sur Napoléon, une place qui parle de Napoléon, sa maison qui n'est pas loin. Donc on peut dire que Ajaccio, c'est Napoléon. Comme à Corte, l'envahisseur génois a bâti ici une citadelle pour contrôler la baie, sur laquelle elle offre une vue imprenable. Armée. Joue. Feu. Et pour terminer votre séjour sur l'île de Beauté par une parenthèse de luxe et de volupté, une infidélité au petit train corse vous sera pardonnée. En attendant en effet que le Trinicello se développe dans l'est de l'île, c'est en voiture qu'il faudra vous rendre à 80 km au sud-est d'Ajaccio pour découvrir le domaine de Murtoli. Étendu sur 2500 hectares, niché dans le maquis corse jusqu'en bord de mer, ce domaine familial est aussi vaste que la principauté de Monaco. Il propose une offre de séjour de prestige dans l'une de ses 19 bergeries corses authentiques, restaurées en villa haut de gamme, ou l'une des 9 suites de son luxueux hôtel en pierre, respectant scrupuleusement l'architecture insulaire. Ce domaine accueille élites fortunées et stars internationales, comme Leonardo DiCaprio, Penélope Cruz ou Beyoncé, ainsi que des touristes de passage venus goûter au luxe, le temps d'une nuit et d'un repas, à l'une des 4 tables du domaine. Bonsoir madame. Bonsoir, bienvenue. Et vous? Ça va. Et voici monsieur. La suite traditionnelle. Super. Est-ce que vous souhaitez que je vous serve? Oui. Allez. Cet endroit exceptionnel appartient à la famille Canarelli. Aujourd'hui, ce sont les jeunes héritiers du fondateur, Santa, Paul et Toussaint, qui s'en occupent au quotidien avec les 180 employés du domaine. Et ce n'est pas parce qu'ils côtoient du beau monde qu'ils ont l'habitude du faste et des caméras. Mais à la télé, le flash, ça va pas faire un truc blanc. Un gros zoom sur lui, c'est possible. Et là, du coup, c'est moi qui dois descendre. J'arrive de suite. Je vais voir les clients, les personnes j'arrive. Santa, la sœur aînée âgée de seulement 23 ans,
gère la partie clientèle et hôtelière. Mais ce domaine n'est pas seulement un complexe hôtelier pour célébrités. À l'origine et avant tout, c'est un domaine agricole de 800 hectares qui produit sa propre viande, ses légumes, son huile d'olive, son vin et même son fromage. Et c'est Toussaint, le cadet de 21 ans, amoureux de la terre, qui est responsable de cette partie. Là où on est là, c'est là où mon grand-père venait donner à manger à ses bêtes, sur ce même terrain. Et les maisons, c'était des maisons qui servaient à l'époque à loger les bergers quand ils descendaient de la ville pour aller voir leurs troupeaux. Viens voir, on va faire les vidéos un peu. Quelle vidéo? Eh bien, tu vas voir. Mais pour s'occuper entre autres de 600 bêtes, 10 hectares de vignes et 15 hectares d'oliviers, le jeune homme ne travaille évidemment pas tout seul. Donc là, c'est la future plantation d'oliviers. Doumé, c'est une personne qui travaille depuis plus de 50 ans pour ma famille. Il a commencé à travailler pour mon arrière-grand-père, pour mon grand-père, pour mon père. Et maintenant, on travaille ensemble. Et c'est un peu le mentor de la partie agricole. Il connaît tout le domaine, il connaît tous les endroits. Et c'est grâce à lui que je peux apprendre. Il n'y a plus rien à ajouter. Dans la plus pure tradition corse, attachés à leurs racines, les 180 salariés du domaine s'emploient à faire découvrir l'identité et l'authenticité de leur île à travers ce qu'elle a de plus beau. Et si la ligne du Trinicello ne le conduit pas encore jusqu'ici, le petit train corse est également un fier ambassadeur de l'île de beauté. Sur 232 km de voies ferrées, il dévoile à ses passagers un concentré des plus beaux paysages à traverser, des eaux turquoises de la Méditerranée au sommet des montagnes les plus escarpées. Un trajet à bord du Trinicello sera pour sûr difficile à oublier.